Alors, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. N'hésitez pas donc à vous présenter dans le chat que vous avez sur votre droite ou à gauche de votre écran. Oui. Alors, Olivier, j'ai l'impression qu'il y a votre micro qui fait parfois des petits bruits. Donc, ce que je fais, c'est que je le désactive de temps en temps et après, je vous demanderai de le réactiver tout à l'heure. C'est bon? Parfait. Donc, je vais faire pareil si vous voulez. Ça marche. Et comme ça, vous le réactivez quand vous prenez la parole et ce sera et moi, je ferai pareil, évidemment. Ah, je l'ai réactivé au-dessus directement parce que ça me mettait un gros truc au milieu de l'écran. Vous pouvez me couper, allez-y. Allez, c'est reparti. Vous pouvez vous couper tout seul aussi, hein, si vous voulez. Bah, je trouve pas le... Ah oui, ça y est, je le vois. Ok, oui, je... Ok, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver nombreux donc, pour cette nouvelle session des Mardis Citoyens qu'on ne présente plus, puisque maintenant vous êtes des grands fidèles de nos rendez-vous mensuels et on vous remercie. Moi, je suis très ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'étais pas intervenue. C'était ma collègue philippine qui avait pris mon relais. Et voilà, donc on va bientôt commencer. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez échanger donc, dans le chat que dont vous êtes déjà en train de prendre possession. Et si vous avez des questions à nos intervenants, vous avez le petit onglet « Questions » dans lequel vous pouvez formuler les questions qui vous viennent à l'esprit et également aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus et que nous serons donc plus susceptibles de relayer à nos deux intervenants de ce soir. Donc, avant de continuer, un grand merci à nos deux intervenants, donc Laurence Nardon et Olivier Richaume, qui nous rejoignent ce soir, avec qui on a travaillé donc, les semaines précédentes pour déterminer de quoi est-ce qu'on allait bien pouvoir vous parler ce soir, et autant vous dire qu'on avait beaucoup de choses. Et donc, on a dû un petit peu cadrer et faire des choix. Mais avant de leur laisser la parole et de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vous présente, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore, un petit peu Tous Politiques. Donc, Tous Politiques, l'institut qui organise ces formations citoyennes tous les mois. Donc, on est un institut politique qui accompagne l'engagement des progressistes, les progressistes, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient élus ou qu'ils soient militants. Et notre but, c'est qu'on fasse en sorte que vous puissiez avoir des outils, des clés, des leviers, des connaissances qui vous permettent de mener à bien des projets de transformation dans vos territoires, de nourrir des débats plus éclairés en société, de vivre votre engagement dans les meilleures conditions possibles et de vous engager notamment pour les valeurs qui nous sont chères à nous aussi. Donc, on existe depuis 2018 et depuis 2018, on a formé à peu près 3000 élus locaux. On a aussi accompagné près de 1500 citoyens. Donc, on est content de vous compter parmi ces 1500 citoyens, compris si vous avez des élus locaux avec vous. On est ravis de vous comprendre parmi nous. Les Mardis Citoyens, on ne présente plus le format. Hein. C'est un rendez-vous mensuel. Comme vous l'avez vu, c'est gratuit. C'est en ligne. Et le but, c'est qu'on vous donne des outils de compréhension pour décrypter les sujets qui sont au cœur de l'actualité et que vous pouvez revoir en replay sur notre chaîne YouTube. On vous envoie tout ça à la fin de la session. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un enjeu qui est au cœur de l'actualité. C'est la question des modèles démocratiques français et américains, et notamment avec une perspective qui va vous intéresser, qui est celle des élections de mi-mandat, les midterms aux États-Unis, qui vont se tenir le 8 novembre prochain et qui vont sans doute marquer un élément, et en tout cas un tournant politique majeur. Vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque nos deux intervenants vont vous expliquer tout ça. Comme d'habitude, ce temps qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'échange, un temps de curiosité. Ce n'est pas une tribune politique. Donc, on vous remercie de le prendre en compte dans vos interventions et dans vos petits commentaires. Aujourd'hui, on reçoit donc Madame Laurence Nardon et Monsieur Olivier Richaume. Bonsoir à vous deux. Encore une fois, merci d'être parmi nous ce soir. Madame Nardon, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez actuellement le programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Vous êtes membre du comité de rédaction des revues politiques étrangères, Questions internationales et The Washington Quarterly, pardon pour cet anglais magnifique. Et depuis juin 2019, vous analysez chaque semaine les enjeux de la politique américaine dans le podcast New Deal, beaucoup plus facile pour l'accent, qui s'intitulait avant Trump 2020 et qui est produit en partenariat avec Slate.fr et la lettre d'information Time to Sign Off. Monsieur Olivier Richaume, vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Lyon 2. Vous êtes spécialiste des statistiques ethno-raciales et des politiques de promotion des minorités aux États-Unis.
Vos recherches portent notamment désormais sur le droit de vote et en particulier sur le redécoupage des circonscriptions électorales. Et donc, nous allons voir en quoi c'est particulièrement intéressant en ce moment ce qui se passe aux USA par rapport à vos sujets de prédilection respectifs. Je vous propose qu'on n'attende pas plus avec cette introduction et qu'on entre dans le vif du sujet, et d'abord en revenant sur le fonctionnement des systèmes politiques français et américains, puisqu'on a en effet des points communs, mais on a un régime présidentiel américain qui se distingue du système français sur plusieurs plans, et notamment sur le poids et la prépondérance de l'exécutif, ou encore sur l'exercice de la séparation des pouvoirs. Et la première différence, elle tient notamment au système des États-Unis, qui est un système fédéral. Et est-ce que vous pourriez, Monsieur Richaume, nous expliquer et revenir sur ce fédéralisme américain? Qu'est-ce que c'est et comment s'organisent les relations entre les États et le gouvernement fédéral aux États-Unis? Bonsoir, merci de l'invitation. N'hésitez pas à m'interrompre si, voilà, si je ne suis pas clair ou si il y a besoin de revenir sur certaines choses. Je ne vois pas non plus forcément toujours les messages du chat. On sait que la visio est toujours un peu voilà, un exercice délicat et donc voilà, n'hésitez pas, surtout si je fais trop long. Oui, une des premières choses dont on devrait parler, je pense, après on verra si nos personnes qui nous écoutent ont un petit peu de connaissances en sciences politiques sur les États-Unis et si on peut pousser un petit peu le débat un peu plus loin, c'est la question du fédéralisme. Grande différence avec le système français. Les étudiants ont en général beaucoup de questions là-dessus en début de semestre. Aux États-Unis, on a donc un État fédéral et des États fédérés, 50 États fédérés qui ont la même structure que l'État fédéral. Pour le dire autrement, vous allez voir, je vais expliquer. On a deux types de séparation des pouvoirs aux États-Unis. Les politologues aiment bien parler de séparation des pouvoirs horizontale et verticale. Donc, comme vous avez eu une petite conférence sur la Ve République, vous êtes très au fait, et puis que vous êtes des citoyens français qui votaient, qui vous intéressaient, vous êtes très au fait de la France, et donc vous savez qu'on a trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Qu'aux États-Unis, on a un système de frein et de contrepoids qui a été mis en place par Madison, mais inspiré de Montesquieu, et chaque branche, chaque pouvoir a une certaine autorité sur les autres, et ça évite qu'une des branches, pour prendre un anglicisme, qu'un des pouvoirs ne puisse prendre le dessus sur les autres. Mais en fait, on a ça en double aux États-Unis parce qu'on a aussi une séparation des pouvoirs verticale entre l'État fédéral et les États fédérés. Et ces trois pouvoirs qui sont séparés mais qui ont certaines autorités les uns sur les autres, on retrouve ça au sein des États fédérés. Et donc, vous avez exécutif, législatif, judiciaire, vous avez une constitution fédérale. Mais au sein des États, vous avez la même chose avec donc la personne à la tête de l'exécutif, c'est le gouverneur. Vous avez en général deux chambres pour le législatif, par un État qui a une seule chambre. Et puis vous avez donc judiciaire avec les différents échelons et vous avez une Cour suprême pour chaque État. Donc vous avez une Cour suprême pour l'État fédéral, et vous avez une Cour suprême dans chaque État. Parce qu'en fait, les États sont souverains, et la Constitution nous dit que les pouvoirs qui sont attribués à l'État fédéral, ils sont écrits dans la Constitution, et tout ce qui n'est pas attribué à l'État fédéral dans la Constitution fédérale revient aux États fédérés. Et donc, les États fédérés sont souverains. Et donc, ils sont souverains dans de nombreux domaines. On parle souvent de l'école, de la police et des élections, ce qui va nous intéresser ici en particulier. Ce qui fait que les réformes sont parfois très compliquées, ce qui fait qu'on a du mal un peu à suivre ce qui se passe, et ce qui fait que les étudiants ont souvent une attente, en général, lors des moments des élections présidentielles. On attend beaucoup du président américain, sauf que le président américain ne peut pas tout, et qu'il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas du pouvoir fédéral. Et notamment, les étudiants suivent de très près tout ce qui est, pour donner quelques exemples, Black Lives Matter, donc la réforme du système judiciaire américain, qui en fait est très compliquée,
puisqu'il n'y a pas de police nationale. La police, c'est locale, donc police d'État, voire même dans les villes. Et donc, toute réforme est à faire au niveau local. Et donc, vous avez des rapports de force politiques dans chaque État qui sont différents d'un État à l'autre. En fait, le nombre de personnes en prison au niveau fédéral est assez faible, il y a très peu de prisons fédérales pour des crimes fédéraux. Et donc, ce sont en général des prisons d'État. Et donc, la plupart des personnes qui sont en prison sont emprisonnées dans leur État. Et donc, on voit bien que l'État fédéral, le pouvoir du Congrès est quand même assez limité. On peut essayer de tordre le bras gentiment aux États. En général, on essaye de leur donner de l'argent pour essayer de les soudoyer un petit peu en leur disant si on vous donne des fonds, est-ce que vous pourriez essayer de faire ceci, de faire cela. Mais en fait, les États refusent assez facilement, ils sont très jaloux de leur souveraineté. Une autre question qui est un peu liée, dont les étudiants raffolent beaucoup, c'est la question de la peine de mort, qui est pareil, une question qui n'est pas forcément une question qui relève de l'État fédéral. Chaque État a sa législation sur la question. Un autre exemple que les étudiants aiment bien suivre, c'est la dépénalisation ou la légalisation de la drogue. Donc tout ça, on est dans le judiciaire. Tout ça, chaque État fait à peu près ce qu'il veut. Et puis pour cet exemple de la drogue, en particulier des drogues douces, on a ce système. Voilà, donc là, vous allez voir à quel point le rapport de force entre l'État fédéral et les États fédérés est compliqué. Et c'est une zone grise qui est très mouvante. Au niveau fédéral, la marijuana est toujours illégale, le trafic de marijuana est toujours illégal, sauf que vous avez des États où ça a été légalisé. Et donc là, on est dans un système un peu ubuesque, où vous avez des États où c'est légal, où on a même des entreprises, on a qui payent des impôts et qui vendent, et on a des fermiers qui sont lancés là-dedans, des agriculteurs qui font pousser ça de façon un petit peu industrielle. Et puis l'État fédéral qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe parce qu'on n'a pas passé de législation au niveau fédéral. Donc là, voilà, on est dans un exemple un peu, on va dire un peu extrême de rapport de force qu'il y a entre l'État fédéral, l'État fédéré, et le fait qu'on a du mal un peu à parfois faire travailler les deux ensemble. Je ne veux pas faire trop long, je ne sais pas exactement combien de temps vous vouliez sur la question, mais donc on voit que la question des réformes politiques dans de nombreux domaines qui nous apparaissent assez évidents parfois, on s'attend, nous, avec notre président jupitérien à la française et surtout avec son 49.3, qu'on puisse faire passer ce qu'on veut. Aux États-Unis, il y a les prérogatives de l'État fédéral, le financement de l'État fédéral, les prérogatives des États fédérés, qui sont très jaloux de leur souveraineté, et passer des réformes qui impactent vraiment tous les échelons, relève en fait parfois de la mission impossible. On a vu avec la réforme de l'assurance santé, l'État fédéral n'a pas le pouvoir d'imposer tout ce qu'il veut, et parfois même en offrant des sommes très importantes et en offrant de payer pour étendre certains services de santé, pour des raisons politiques, certains États ont complètement refusé de recevoir le financement de l'État fédéral pour l'extension de ce qu'on appelle Medicaid, donc une assurance maladie pour les plus pauvres, dans les États qui sont contrôlés par les républicains parce qu'on ne voulait pas donner une victoire aux démocrates. Et donc voilà, ces deux étages font qu'on a un dialogue qui est très difficile entre les deux. Alors on n'est pas au niveau de l'Union européenne, mais on est quand même dans un système fédéral qui fait que les étudiants sont parfois un peu frustrés de voir que les réformes n'avancent pas, parce que passer une réforme à Washington, c'est déjà compliqué, mais en plus, il faut jouer avec la séparation des pouvoirs entre l'État fédéral et les États fédérés. Merci beaucoup pour cette entrée en matière très, très claire. Du coup, on a parlé du système présidentiel, vous avez évoqué la question du président. Et sur ce point, Madame Nardon, est-ce que vous pourriez revenir sur le système présidentiel américain et nous expliquer en quoi celui-ci diffère du système parlementaire que l'on connaît aujourd'hui en France?
Oui, merci à tous. Alors, si vous m'entendez bien, parce qu'il y avait un petit problème de micro tout à l'heure, ça va? OK. Je voudrais juste poursuivre, juste une microseconde sur ce qu'expliquait Olivier Richaume très clairement sur la différence de pouvoir entre enfin, sur le côté très sourcilleux des États fédérés, sur la garantie de leur pouvoir par rapport à l'État fédéral. On pourrait rajouter la question de l'IVG qui, jusqu'à l'arrêt Dobbs de juin dernier, l'IVG, depuis les années 70, était garantie au niveau fédéral. Et ce qui s'est passé avec l'arrêt Dobbs du 24 juin, c'est que cette garantie fédérale du droit à l'avortement aux États-Unis a sauté et que donc maintenant, c'est redevenu comme avant 1973, un droit qui est donné ou qui n'est pas donné, justement, par les États. Donc aujourd'hui, vous avez de la même manière que sur la dépénalisation du cannabis ou le port d'armes, ou tout un tas de sujets, des États dans lesquels l'IVG va être interdit ou autorisé. Voilà, donc c'était une autre illustration de ce que Olivier a dit très justement. Mais maintenant, on sort du fédéralisme pour effectivement que je vous donne une petite explication sur le système américain, qui est un système, enfin des institutions américaines, le fonctionnement du pouvoir américain, qui est un système présidentiel, alors que nous, en France, nous sommes dans un système parlementaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible, sachant que, si ça se trouve, vous avez déjà fait du droit constitutionnel et vous êtes bien au courant, mais pour ceux qui n'auraient pas fait de droit constitutionnel, ou pour qui c'est assez lointain, on va revenir rapidement là-dessus parce que ça explique pas mal des choses qui se passent aux États-Unis. Alors, comme l'a dit Olivier, pareil, il y a donc les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, avec une séparation entre ces pouvoirs qui, suivant les pays, suivant les systèmes constitutionnels des pays, est organisée différemment. Aux États-Unis, on est dans un système de frein et de contrepoids, mais où quand même il y a une séparation des pouvoirs plus stricts qu'en France. Je vais prendre la France pour les systèmes parlementaires, même si on peut discuter de est-ce que c'est le meilleur exemple. On pourrait prendre la Grande-Bretagne comme le meilleur exemple de système parlementaire, mais bref. Il y a aux États-Unis un système de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif qui est plus ferme, plus strict qu'en France, parce que on considère aux États-Unis, dans la Constitution, que c'est le président qui exerce à lui tout seul l'essentiel du pouvoir exécutif, enfin avec son administration derrière lui, avec son cabinet derrière lui. Il est élu par les citoyens et ensuite, à partir du 21 janvier suivant, il exerce son pouvoir exécutif à lui tout seul. Il n'a pas à être confirmé par les chambres législatives. Si vous voulez, dans un système parlementaire comme en Grande-Bretagne et comme en France, le Premier ministre, il est confirmé par l'Assemblée. Il est proposé par le président de la République chez nous, mais ensuite l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, le confirme et peut d'ailleurs faire une motion de censure, peut éventuellement, faire une motion de censure dans le système français pour le démettre. En Grande-Bretagne, pareil, le Premier ministre peut être désavoué par la Chambre des communes, après quoi on peut faire une dissolution ou proposer un autre Premier ministre. Aux États-Unis, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'ailleurs, vous aurez observé que le président des États-Unis n'a pas de Premier ministre, qu'on ne parle pas de ministre, on parle de secrétaire, c'est-à-dire qu'il a un cabinet. Il n'a pas de Premier ministre, c'est lui le chef. Et s'il perd les élections de mi-mandat dans un mois, s'il perd la Chambre, s'il perd la majorité, on parle de Joe Biden, s'il perd sa majorité démocrate à la Chambre et au Sénat en novembre prochain, le président ne sera pas démis et il n'aura pas à changer aucun de ses secrétaires. C'est parce que c'est un système présidentiel dans lequel le gouvernement n'a pas à rendre de compte, en tout cas sur son existence, au pouvoir législatif. Les deux existent de manière différente. Et d'ailleurs, à l'inverse, donc de la même manière que le gouvernement du président américain n'a pas à être confirmé par la Chambre et ne peut pas être démis par la Chambre, de même, le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de dissoudre la Chambre des représentants. Alors, comment ça fonctionne? En fait, donc les choses peuvent se gripper s'ils ne sont pas d'accord. La manière dont les rédacteurs de la Constitution ont résolu ce problème en 1787, c'est qu'ils ont prévu un rythme d'élection extrêmement soutenu,
avec une Chambre des représentants qui est réélue à 0 tous les 2 ans. C'est-à-dire que s'il y a un blocage entre le législatif et l'exécutif qui n'arrive pas à adopter de loi et que tout est grippé, ce qui se produit assez souvent dans ces dernières décennies, eh bien, ce n'est pas très grave parce qu'en fait, tous les 2 ans, le compteur démocratique va être remis à 0 parce qu'on va réélire tous les élus de la Chambre des représentants, plus un tiers des sénateurs. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale entre les systèmes donc présidentiels aux États-Unis et parlementaires chez nous. J'ajoute d'autres... je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, on va y revenir. Et puis, on va mettre ça en musique en parlant du contexte politique de la campagne et des élections dans un mois. Je voudrais juste ajouter, j'y ai pensé tout à l'heure, qu'il y avait aussi d'autres grandes différences entre le système politique français et américain. C'est évidemment le rôle de la Cour suprême, bon, mais aussi, et ça, il faudrait en dire un mot, c'est l'importance du financement de la méthode de financement de la vie politique aux États-Unis. En France, on a un système de financement public qui fonctionne qui fonctionne à peu près quand on compare aux États-Unis, où le montant de financement par une personne privée, par une entreprise, d'un candidat, alors pas d'un candidat directement, mais d'un parti, n'a pas de limite. Et donc, il y a une importance du financement de la vie politique qui est vraiment très néfaste, très différent de ce qui se passe en France. Enfin, voilà, c'était un petit aparté que je ne voulais pas laisser dans l'ombre, mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Mais du coup, je rebondis avec la question de Gilles. Vous avez parlé justement de la question du droit à l'avortement. Et Gilles pose la question de savoir, mais comment expliquer que 9 juges puissent revenir sur un vote sur l'avortement démocratiquement adopté par le Parlement? Mais non, parce que... j'y vais ou Olivier? Voilà. Ok. Parce que non, il n'y a pas eu de vote, justement. La décision de la Cour suprême de juin remet en question, non pas un vote à la Chambre, la Chambre des représentants et le Sénat n'ont jamais voté sur l'avortement. C'était une décision de la Cour. En fait, jusqu'à 1973, c'était les États qui décidaient chacun dans leur coin. Et puis, en 1973, il y a eu un arrêt de la Cour suprême déjà qui garantissait le droit fédéral à l'avortement. Et donc, c'est la Cour qui, donc 73, 2022, près de 50 ans plus tard, est revenue sur sa propre jurisprudence. Et donc ça, elle peut le faire, si vous voulez. Enfin, après, c'est des théories juridiques, si vous voulez, mais elle n'a pas mis à bas une loi du pays. Elle a mis à bas une propre jurisprudence qu'elle avait elle-même faite 50 ans auparavant. Voilà. Si je peux rajouter juste un petit mot, la Cour suprême des États-Unis est là en général pour intervenir lorsqu'il y a des désaccords entre les États. Et là, on avait des désaccords entre les États, on l'a vu sur l'avortement, mais ça peut être aussi le mariage, parce que lorsqu'on est dans un État où le mariage est reconnu, on déménage dans un autre État, est-ce qu'il va être reconnu dans cet autre État? On parlait du mariage homosexuel, par exemple. Mais en fait, la Cour suprême a aussi le pouvoir de revenir sur les lois qui sont passées par le Congrès. Elle s'est octroyée ce droit depuis 1803. Et donc, si une loi n'est pas conforme à la Constitution, la Cour suprême peut la frapper d'inconstitutionnalité. Si par exemple demain, je ne sais pas, Donald Trump revenait au pouvoir et qu'il veuille passer une loi remettant la ségrégation au goût du jour, la Cour suprême pourrait retoquer cette loi. Donc il y a quand même cette possibilité-là. Le pouvoir de la Cour suprême est vraiment extrêmement important aujourd'hui. Et à ce propos, il y avait aussi une question de Stella qui disait que les États-Unis sont très critiqués parce que le président peut choisir les juges de la Supreme Court, avec accent. Et donc, elle pose la question de savoir si ça ne signifierait pas que l'exécutif, finalement, n'est pas séparé tant que ça du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous avez des éléments? Alors, on a un système de frein et de contrepoids, et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, une des grosses différences avec la France, c'est que le Sénat américain a des très grosses prérogatives. En gros, notre Sénat, il ne sert pas à grand-chose, et eux, là-bas, c'est peut-être la Chambre qui a le plus de pouvoir. Et les personnes qui sont nommées par le président doivent être validées par le Sénat. Et donc, il faut avoir une majorité au Sénat. On pourra revenir sur les
système d'obstruction au Sénat, si ça intéresse certains, la flibuste notamment, le filibuster, mais sans rentrer dans le détail, le législatif vient quand même, le président nomme, mais en fait, c'est le Sénat qui valide. Le problème qui est soulevé par la personne, là c'est un problème très intéressant, c'est que les juges ne sont pas considérés comme étant impartials. Ils sont nommés et donc on leur attribue une couleur politique en général, et donc on voit qu'il y a un certain ressentiment vis-à-vis de la Cour suprême, puisqu'on pense que certaines majorités de la Cour suprême sont ouvertement politiques, sont des juges, on va dire, un peu trop actifs politiquement. On parle du gouvernement des juges. L'idée au départ, c'était d'avoir des juges qui sont nommés à vie pour qu'ils soient indépendants du pouvoir politique. Et on se rend compte que c'est un système qui peut-être, on a des personnes aux États-Unis qui proposent de réformer ce système de nomination de juges de la Cour suprême, ce qui pose effectivement des problèmes. J'ajouterais un élément aussi, c'est que les juges sont nommés à vie, et donc ils sont nommés pour les plus âgés par des présidents anciens, et normalement, ça devrait aboutir à un équilibre, puisque certains ont été nommés par des présidents démocrates, comme pour les plus anciens, Bill Clinton ou Obama, et du coup, ça doit produire dans l'équilibre des 9 juges quelque chose qui serait plutôt un équilibre modéré, ou en tout cas un équilibre variable suivant les décisions. Aujourd'hui, on est dans une configuration où on a effectivement 6 juges sur 9 qui sont marqués, alors comme le dit Olivier très justement, ils sont censés être indépendants et jugés selon le droit, et puis on se rend compte qu'en réalité, depuis les origines, ces juges ont toujours un biais idéologique, soit progressiste, soit conservateur, et aujourd'hui, on est dans un moment où la Cour suprême est très conservatrice, on l'a vu avec les décisions du mois de juin. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on enchaîne sur le volet un peu plus lié à l'exercice du droit de vote, puisque, en effet, aux États-Unis, sauf s'il existe une disposition fédérale contraire, chaque État fédéré va déterminer les modalités techniques de son processus électoral. Et en fait, ces dernières années, on a remarqué qu'il y avait une différenciation des modèles électoraux, des régimes électoraux entre les États, et notamment une augmentation des inégalités dans les modalités d'exercice du vote entre les citoyens. En fait, il y a 2 camps, les démocrates et les républicains, et ces 2 camps se concentrent de plus en plus sur le droit de vote dans leur affrontement politique. Et on remarque notamment que les républicains multiplient les restrictions et les règles électorales pour, de leur côté, maintenir leur électorat et maximiser leurs chances de victoire, comme on a pu le voir en novembre 2020, par exemple. Donc ça, c'est un sujet un peu technique. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, Monsieur Richaume, sur les enjeux relatifs à cette question de l'exercice du droit de vote et sur le fonctionnement des élections aux États-Unis de ce point de vue-là? Oui, on va essayer de faire rapidement. Effectivement, la démocratie représentative américaine est en crise, et on peut s'inquiéter pour les décennies qui viennent de ce qui va se passer, notamment au niveau du droit de vote. On a depuis 20 ans, donc au moins depuis l'arrêt Bush contre Gore, pour les plus anciens qui se souviendront de l'élection de 2000 en Floride, on a en fait 2 partis qui s'affrontent, donc des guerres partisanes autour de la question du droit de vote, qui pourtant devrait être un droit fondamental. C'est un droit qui n'est pas protégé par la Constitution américaine vraiment de façon, on va dire, affirmée. Il est protégé un peu par la négative, mais ce n'est pas un droit qui est affirmé par la Constitution. Et on a des élections qui sont de plus en plus serrées, parce qu'on a en fait un équilibre assez fort entre les 2 partis. Et lorsqu'on a deux partis, parce qu'on n'a que 2 grands partis aux États-Unis, qui s'affrontent et que les élections sont très serrées, la tentation est forte de jouer avec les règles électorales pour essayer de grappiller quelques milliers de voix à droite ou à gauche. Vos personnes qui suivent la conférence auront remarqué que ce soit Donald Trump en 2016 ou que ce soit Joe Biden en 2020, ils ont été élus plutôt mal, en fait, vu qu'ils ont été élus un peu de justesse grâce à une dizaine de milliers de voix dans 2 ou 3 États. Et donc, ça s'est joué à pas grand-chose.
Et donc, les républicains ont tout intérêt à rendre l'exercice du droit de vote difficile. Ils sont persuadés que c'est dans leur intérêt électoral, parce que leur électorat est plutôt âgé, conservateur, des gens qui voilà, arrivent un peu à naviguer les procédures administratives. Et les démocrates, de l'autre côté, se sont positionnés en tant que, on va dire, plutôt défenseurs d'un certain universalisme du droit de vote, parce que c'est dans leur intérêt partisan, parce que les personnes qui votent peu, les jeunes ou les minorités ou les personnes qui ont du mal à accéder au bureau de vote, ou disons que la moindre réforme administrative pourrait les décourager, ces personnes qui votent de façon épisodique ont tendance à voter plutôt pour le parti démocrate. Et donc, en fait, on a un affrontement fort qui va assez loin, comme on s'en est rendu compte en 2020, avec, donc jusque-là, c'était quand même les deux partis qui s'affrontaient, on va dire, dans chaque État. Chaque État donc, a sa propre législation sur le droit électoral. Et donc, je ne sais pas, pour donner un exemple, par exemple, jusqu'à quand vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est les États qui décident. Donc, des États peuvent rendre l'inscription sur les listes électorales compliquée. On est ouvert tel jour, de telle heure à telle heure, et puis vous avez un mois avant l'élection, ou 2 mois, 3 mois avant l'élection, où on est ouvert que le mardi, et puis on n'est pas ouvert le samedi. On n'est pas... Et puis, vous avez des États dans lesquels on a dit, bon, on va faire l'inverse. Et par exemple, lorsque vous avez 18 ans, vous êtes inscrit directement sur les listes électorales, vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à faire cette démarche, ce qui est censé augmenter, on va dire, le taux de participation. Et donc, d'un État à l'autre, on a vraiment des systèmes électoraux différents. On a une mosaïque, en fait, de systèmes électoraux. On a 50 États, donc 50 systèmes électoraux, à vrai dire. Et les républicains peuvent aller assez loin dans leur tentative. Pour vous donner un exemple qui parle bien aux étudiants, donc il y a des politologues qui ont un index qui ont mesuré est-ce que c'est facile de voter dans votre État ou est-ce que c'est plus difficile de voter dans votre État. Le Texas, État dominé par les républicains, est très mal noté dans cet index. Il y a quelques années, de nombreux États ont décidé de mettre en place un système où il fallait montrer une carte d'identité avec photo, des papiers d'identité avec photo pour pouvoir voter, ce qui n'existait pas avant, vu qu'on n'a pas de carte d'identité nationale aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est dans la culture américaine, mais le diable est dans les détails. Donc au Texas, qu'est-ce qui est considéré comme une carte d'identité ou un document d'identité valide pour voter? Le législateur texan a décidé que un permis de port d'armes, c'était une pièce d'identité valable, mais une carte étudiant ne l'était pas. Et donc là, c'est assez transparent. On sait bien que si vous avez un permis de port d'armes, vous avez tendance à voter républicain, et que si vous êtes étudiant, vous aurez plutôt tendance à voter démocrate. Donc voilà, c'est un exemple qui est assez parlant et qui parle bien aux étudiants. Et donc, vous avez deux partis qui sont vraiment aux antipodes, mais qui instrumentalisent le droit électoral à des fins partisanes. Et en 2020, c'est allé assez loin, vu que le président lui-même s'est immiscé dans cette discorde. On a pour la première fois un président qui a refusé de reconnaître que son adversaire avait gagné et qui a même demandé ouvertement, on a les enregistrements, à des élus locaux s'ils ne pouvaient pas lui trouver les 10 000 voix qui lui manquaient. Et donc, on est vraiment là, on atteint les limites. En fait, on teste vraiment le système démocratique américain. Les institutions américaines sont mises à mal par des élus qui poussent un peu. Et je ne voudrais pas faire trop long parce que je veux aussi que Laurence puisse ajouter aussi certaines choses. Et du coup, finalement, la question de Philippe est une question qui va aller aussi avec la mienne, dans le sens, est-ce que le vote électronique fait partie de ces prérogatives qui sont harmonisées dans l'ensemble des États fédérés, ou est-ce que chaque État fédéral décide s'il admet le vote électronique? Il n'y a pas de vote. Vous parlez du vote en ligne? Oui.
Non, il n'y a pas de vote en ligne, il n'y a pas de vote sur Internet aux États-Unis. Toutes les tentatives qui ont été faites ont prouvé que c'était trop dangereux. Il n'y a pas de vote électronique. On a eu localement. Donc, pour répondre à la question, c'est local. Chaque État décide. Chaque État a ses propres machines électorales. Chaque État a un système, si vous voulez du papier, si vous voulez Scantron, si vous voulez un écran tactile avec un ordinateur. Chaque État est libre, chaque État est souverain. Mais il n'y a pas de vote en ligne, à ma connaissance, parce que toutes les tentatives qui ont été tentées ont prouvé qu'il était très facile. Surtout, on sait bien, enfin, depuis 2016, avec la Russie et ce genre de choses, on a des universitaires au MIT qui ont prouvé qu'en 2 ou 3 heures, ils arrivaient à rentrer dans le système. Et donc, pas de vote électronique pour l'instant. Alors, je voudrais ajouter quelques petits points à ce qu'a dit Olivier, mais c'est vraiment des petites fioritures sur les côtés. D'abord dire que cette histoire de droit de vote, là aussi, il y a une radicalisation et une dérive un peu du système, parce que dans les années 60, pendant le grand mouvement des droits civiques sous la présidence de Johnson, il y avait eu une loi qui obligeait les États du Sud, dans lesquels les Afro-Américains, depuis des décennies, n'avaient pas le droit de vote, enfin, avaient le droit de vote constitutionnellement, mais en fait, ils vivaient dans des États qui trouvaient des combines pour le leur retirer. Eh bien, en 65, le Voting Rights Act avait obligé les États du Sud à soumettre leur code électoral à la Cour alors pas forcément à la Cour suprême, ou en tout cas au département de la justice à Washington, pour qu'il y ait un contrôle. Et tout ce que décrit Olivier comme atteinte au droit de vote, il est lié au fait que cette partie du Voting Rights Act a été supprimée, déclarée inutile par la Cour suprême. Je crois que c'était en 2013, je parle sous ton contrôle, oui c'est ça, en 2013. Et donc cette dérive à laquelle on assiste, elle se produit depuis 2013, l'histoire des papiers d'identité avec photos à fournir, etc. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, alors mes 2 autres points sont des points d'optimisme. Bon, j'essaye, hein. C'est que toutes ces attaques au droit de vote sont extrêmement préoccupantes. Et c'est pas fini, on n'a pas vu la fin du film encore. Néanmoins, avec l'élection de Trump et tous les débats et la polarisation que ça a donné dans le pays, en réalité, on voit depuis le cycle électoral qui a suivi 2016, en fait 2016, l'une des raisons de l'élection de Trump, c'est que Hillary Clinton avait fait une campagne un peu tiède et il y a eu une mobilisation assez faible des démocrates, notamment des jeunes. Mais à partir de 2018, donc les élections 2 ans plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, on voit une très forte mobilisation des gens pour voter, notamment des jeunes démocrates, alors aussi des classes moyennes blanches pro-Trump, hein, ça c'est sûr. Enfin, tout le monde vote, il y a une participation politique qui est, si vous voulez, galvanisée par la situation politique du pays. Donc ça, d'un point de vue démocratique, on pourrait penser que c'est une bonne chose. Et puis, troisièmement, et après je m'arrête, il y a ces jours-ci au Congrès aux États-Unis des débats qui sont assez positifs et qui devraient aboutir à l'adoption d'une loi, alors qui n'est pas la loi de protection du droit de vote que l'administration Biden avait prévu de faire voter, n'a pas réussi à faire voter. C'était un de ses grands projets, mais ça, les républicains n'auraient jamais accepté. C'était pour justement défaire toutes les lois iniques au niveau des États dont Olivier a parlé. Mais c'est une autre loi qui vise à clarifier le processus de certification de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez du 6 janvier 2021, lorsqu'il y a eu cette émeute, cette insurrection au Capitole? C'est parce que les troupes trumpistes voulaient interrompre alors, ce qu'on appelle le processus de certification de l'élection présidentielle. Donc, il y avait eu lieu 2 mois auparavant, en novembre. Eh bien, le Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, sont en train de réussir, on croise les doigts, à voter une loi qui va clarifier le rôle du vice-président, donc Mike Pence à l'époque. Le rôle du vice-président sera vraiment écrit noir sur blanc, un rôle cérémoniel, il n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit. Et ensuite, les États n'auront pas le droit de changer le résultat du vote chez eux
ou en tout cas, il sera beaucoup plus compliqué qu'ils remettent en cause la liste des grands électeurs qui auront été élus chez eux. Ce qui était en gros, tout ce qui a failli déraper le 6 janvier 2021, ce sera clarifié, mis noir sur blanc pour que ça ne puisse pas se reproduire. Et ça, je suis assez stupéfaite, mais un certain nombre de républicains vont accepter de le voter, ça devrait passer. On en reparle. Et du coup, j'en profite pour rebondir, parce que dans ce que vous dites, on a le sentiment finalement qu'aux États-Unis, on a un droit de vote à 2 vitesses. Et ce qui me permet de rebondir aussi sur la question de Gilles, qui nous demande si ça résonne beaucoup la main. Ouais, alors voilà, c'est bon, ok, pardon. Donc, on a ce droit de vote à 2 vitesses, et on a le sentiment finalement, avec la question de Gilles, et on se demande si on peut vraiment parler de démocratie quand les citoyens ne sont pas égaux devant la loi ou que les règles sont différentes entre les citoyens américains. Alors, votre micro est coupé, Olivier. Toujours coupé. C'est bon. C'est la question que se posent les nations américaines à elles-mêmes en ce moment, à savoir où en est l'état de la démocratie américaine et quelle est la définition de la démocratie américaine. On a toujours les débats autour de l'universalisme du droit de vote, c'est toujours là. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas voter. Est-ce qu'on a le droit de voter quand on est en prison? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de voter quand on a moins de 18 ans? Il y a toujours une limite. Et après, c'est un consensus social, c'est un contrat social sur qui aura le droit de voter, qui n'a pas le droit de voter. Les États-Unis sont une nation de compromis. Vous avez 50 États qui essayent de vivre ensemble avec leurs règles différentes et avec leurs histoires différentes. J'aimerais juste revenir sur un petit point que j'ai oublié de mentionner pour que les personnes qui me regardent comprennent bien pourquoi les gens sont vent debout contre ce genre de choses. C'est qu'aux États-Unis, on a un rapprochement entre les questions partisanes et les questions ethno-raciales. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on interdit, qu'on rend le droit de vote un petit peu difficile, ce n'est pas forcément le fait que les gens ne puissent pas aller voter ou qu'ils aient du mal ou qu'ils soient vite démotivés, qui choque surtout les Américains, c'est vraiment l'aspect racial des choses qui, historiquement, rappelle des souvenirs qui embêtent beaucoup. Les Africains-Américains votent à 90% pour le Parti démocrate. Les Africains-Américains votent à 90% pour le Parti démocrate. Et quand vous avez un candidat comme Barack Obama, c'est du 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voyez un Africain-Américain, vous savez que c'est un électeur démocrate. Les Républicains, dans leur État, n'ont aucun intérêt à ce que les Africains-Américains aillent voter. Et comme on ne peut pas forcément identifier toujours qui est démocrate, qui est républicain, mais qu'on a une ségrégation résidentielle historiquement forte aux États-Unis, on sait où sont les Africains-Américains, par exemple, et on peut, je ne sais pas, par exemple, fermer des bureaux de vote dans certains quartiers africains-américains, histoire de rallonger la queue au bureau de vote, et plus la queue au bureau de vote est longue, et moins les gens vont voter, et on peut, par ce genre de mécanisme. Mais je voulais juste rappeler le parallèle entre l'aspect partisan et l'aspect ethno-racial, qui est quand même une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'émotions autour de ces questions, parce que ça rappelle l'histoire américaine de discrimination ethno-raciale. Merci beaucoup, très clair et très intéressant, très curieux. Je peux dire à mes yeux. Bien sûr, oui, c'est juste pour dire que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est la situation, c'est le vote de la communauté latino aux États-Unis. Ils sont 23% de la population, et eux, jusqu'à présent, un peu comme les Afro-Américains, mais dans une proportion bien moindre. Ils sont à peu près à 65% à voter démocrate. Mais pour eux, et donc, c'est pas aussi net, c'est pas aussi écrasant que chez les Afro-Américains, avec une majorité démocrate à 90%, comme le disait Olivier. Chez les Latinos, on pense qu'ils votent démocrate, donc c'est 65%, mais il y a une évolution qui se fait. Peut-être qu'au fur et à mesure que cette population s'intègre et monte dans l'échelle sociale, peut-être qu'elle va se retourner vers un vote, se diriger en plus grand nombre vers un vote républicain,
Il y a aussi les Cubains et les Vénézuéliens qui votent pas du tout démocrates d'une manière générale. Donc, quand on commence à se pencher sur le vote ethno-racial des différentes communautés aux États-Unis, on tombe dans des trucs extrêmement intéressants et dynamiques. Voilà, c'est une petite précision, c'est tout. Merci beaucoup. Et ma question suivante porte sur justement la polarisation forte des médias, y compris sur les réseaux sociaux aux États-Unis, ainsi qu'une montée en puissance des fake news. On avait vu, suite à son élection en 2016, que le président à l'époque, Donald Trump, avait fait preuve de beaucoup d'hostilité envers certains médias, envers certains journalistes, etc. Madame Nardon, quelles sont selon vous les tendances qui se dessinent aujourd'hui et qui semblent affaiblir la démocratie américaine de ce point de vue-là? Alors, oui, alors je vous fais un petit panorama du paysage médiatique aux États-Unis, qui est un paysage extrêmement polarisé et je pense assez nocif pour l'exercice d'une démocratie apaisée, ou en tout cas pour l'exercice d'un débat apaisé. Alors, Internet y est pour à une grande responsabilité, les réseaux sociaux, je vais y revenir, mais en réalité, le mal vient de plus loin. Ça a commencé dans les années 80 lorsque un certain nombre de règles d'équité, notamment sur l'exercice des radios, un certain nombre de règles d'équité ont été supprimées par l'administration Reagan parce que c'était une époque de grand libéralisme où il fallait déréguler, le mot d'ordre c'était déréguler, et donc par exemple des règles d'équité de temps de parole entre les partis dans les radios ont été supprimées à cette époque-là. Et donc si on fait le tour des types de médias, on voit une évolution qui commence dès les années 80, dans les années 90, etc. En ce qui concerne la radio, je vais les faire un par un, mais je vais aller vite. En ce qui concerne la radio, vous avez dans les années 80, avec cette règle d'équité qui a sauté, l'apparition de ce qu'on appelle les conservative talk shows, c'est-à-dire les émissions de débat conservatrices, où vous allez avoir, en plus, avec la multiplication des radios en bande FM et en bande AM dans tout le pays, des heures et des heures de radio qui se libèrent, et vous allez avoir des émissions comme celle de Glenn Beck, par exemple, ou d'autres grands radio hosts, c'est-à-dire de gens qui tiennent des émissions qui durent 2-3 heures dans l'après-midi, où ils vont inviter des gens conservateurs avec lesquels ils vont discuter, ou même parler eux-mêmes, et petit à petit se faire un auditoire fidèle dans tout le pays, et sur lequel ils vont pouvoir tester des idées, et ça marche principalement avec des idées conservatrices. Vous n'avez pas de radio show progressiste qui apparaît sur les radios à cette époque-là. Et ça va prendre de plus en plus d'importance dans les années 90, avec les affaires de Clinton. L'affaire Monica Lewinsky va faire les beaux jours de ces émissions de radio. Donc il y a déjà un climat qui se crée comme ça. Ensuite, vous avez les télévisions câblées qui arrivent, donc une multiplication de chaînes télé, pardon, Fox News qui apparaît et qui va prendre son envol avec la guerre du Golfe. Donc là, on est pareil dans les années 90. Et puis après, vous avez l'arrivée d'Internet avec autant de sites, de nouvelles que de personnes, parce que chacun peut créer son blog et devenir son propre journal à lui tout seul. Et ce que cette multiplication des chaînes de radio, des chaînes de télé et des blogs ou journaux sur Internet fait que l'auditoire devient difficile à capter. Parce que chacun n'a que 24 heures dans sa vie pour écouter ou regarder des choses. Et donc, il faut capter un auditoire. Et comment faire? Il faut radicaliser son discours. Et l'une des raisons de la polarisation aux États-Unis, elle vient de la polarisation de ce paysage médiatique, c'est-à-dire qu'il faut tenir des propos de plus en plus radicaux, de plus en plus outrageants, pour capter un auditoire fidèle. Alors, ça vous dessine un paysage qui est totalement hystérique sur les radios, sur les télés, etc. Et
très déporté vers la droite, ou on dirait en France vers l'extrême droite. C'est-à-dire que si vous écoutez Fox News, vous pouvez le faire depuis la France, vous avez vraiment des choses qui sont ahurissantes. Je ne parlerai pas du paysage français, mais il y a peut-être des... Enfin bon, je n'en parle pas. Mais alors, vous me demanderez où sont les médias progressistes, où sont les médias pro-démocrates, parce qu'ils sont toujours là eux aussi. Si vous lisez le Washington Post ou le New York Times, si vous écoutez cette excellente radio qui s'appelle NPR, National Public Radio, qui est un peu l'équivalent de France Culture, vous allez avoir des thèses progressistes. Alors, on pourrait même dire, mais ça n'est pas autant déporté vers l'extrême gauche que les médias de droite le sont vers l'extrême droite. Mais si vous lisez le Washington Post depuis l'élection de Trump, vous avez quand même quelque chose de très progressiste en permanence. Et vous avez quand même l'impression qu'il n'y a plus vraiment de médias fédérateurs. De toute manière, aux États-Unis, comme c'est un immense pays avec 5 ou 6 fuseaux horaires, ça dépend si vous comptez Hawaï ou juste le continent, vous avez plein de fuseaux horaires. Ce n'est pas un pays dans lequel vous avez un 20 heures fédérateur pour tout le pays, ça n'a jamais existé. Donc, ces médias n'ont jamais été aussi fédérateurs qu'en France, où, rappelez-vous, le 20 heures du soir du deuxième tour des élections, même si les jeunes regardent beaucoup les nouvelles sur leur écran, la télé, ça marche encore pas mal. Mais aujourd'hui, on est quand même aux États-Unis dans un système de silos informationnels où, suivant ce que vous avez envie d'entendre, vous allez écouter le média qui vous brosse dans le bon sens. Et j'ai envie de dire, même du côté progressiste, c'est un peu pareil. Je ne vois pas vraiment, alors peut-être Olivier aura d'autres idées, mais je vois pas vraiment aujourd'hui de médias fédérateurs modérés centristes. Non, on peut parler d'MSNBC, mais c'est pas fédérateur. Non, par contre, on peut faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le financement des campagnes électorales. Pour les gens qui nous regardent, de bien comprendre qu'aux États-Unis, le financement des campagnes électorales est compris comme faisant partie du droit d'expression. J'ai pas de gros microphone, mais je peux faire un gros chèque à quelqu'un qui va parler de mes idées. Et donc, on a un paysage médiatique qui est saturé de publicité. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez acheter de la publicité. On n'a pas de temps de parole comme en France, vu que c'est pas régulé par le domaine public de la même façon. Et donc, les radios, les télévisions ont des spots publicitaires pour les candidats. Celui qui a le plus d'argent inonde les ondes. Et par exemple, je ne sais pas, vivre en Floride, pour de nombreuses raisons, doit être très difficile, mais notamment au moment des élections présidentielles, vous êtes inondé de publicité, que ce soit radio ou télé, parce que c'est celui qui a le plus gros carnet de chèques qui peut avoir le plus de temps d'antenne. De publicité politique pour des candidats, c'est ça, hein? Merci beaucoup. On comprend bien en fait que cette polarisation finalement des médias et des réseaux sociaux va dans le sens d'un affaiblissement des institutions et donc du débat démocratique aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une réaction en particulier de la part de l'opinion publique sur ce point-là? C'est difficile. Il y a eu une réaction après l'élection de 2016 pour essayer de mieux cadrer les grandes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et on a vu d'ailleurs dans l'élection de 2020 que Twitter, par exemple, faisait un effort en mettant une sorte de bannière au-dessus ou en dessous des messages qui étaient les plus outrageants. On a vu, par exemple, que les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump ont été suspendus après le 6 janvier. Mais c'était un peu tard, hein. On a vu quand même que tous les réseaux sociaux ont vraiment mis de l'huile sur le feu. Alors, si on revient à l'élection au cycle électoral de 2016, les réseaux sociaux ont mis de l'huile sur le feu. Alors, d'une part, parce que c'était leur business model. Pour que les pubs soient vues par le plus d'internautes possible, il fallait que ça fasse du buzz. Et donc, plus les messages étaient spectaculairement agressifs, plus ça marchait.
Donc ça, c'était leur business model. Mais l'autre raison, c'était évidemment toutes les ingérences venues de Russie et sur lesquelles la lumière a été faite. Il y a eu des études qui ont été faites par les agences de renseignement américaines pour faire la lumière sur ce qui s'était passé en 2016. Et donc, on sait qu'il y a cette agence, cette usine à trolls qui est quelque part à Saint-Pétersbourg et qui a inondé littéralement le paysage des réseaux sociaux américains de fake news avec des faux profils, des faux blogs, etc. C'était vraiment affreux. Alors, en 2020, il y a eu un effort, mais je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait efficace. Alors, l'opinion publique américaine là-dessus, je ne suis pas sûre qu'elle s'exprime tellement parce que je n'ai rien vu passer comme ça. Peut-être, Olivier, tu as mieux à dire là-dessus? Non, je n'ai pas mieux à dire. Toutes les démocraties sont confrontées au même problème. On a le même problème chez nous et ça ne va pas aller en s'arrangeant. L'électorat américain est un électorat schizophrène. Vous avez la moitié de la population qui veut quelque chose et l'autre moitié, je dirais, d'après la manière dont ils votent, ils veulent exactement le contraire. Et là, je vais faire votre transition avec la partie suivante. Lorsque vous avez des institutions qui font qu'on a des élections de mi-mandat, eh ben c'est juste impossible de gouverner parce que un coup on dit blanc, un coup on dit noir. Au bout de 2 ans, vous perdez votre majorité et ensuite vous ne pouvez plus rien faire. Et donc gouverner aux États-Unis est devenu très 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 difficile. Alors du coup, j'en profite pour faire cette fameuse transition, pour recontextualiser. En réalité, dans un peu plus d'1 mois, il y a des élections nationales qui vont se tenir aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les midterms. En fait, ce sont des élections qui interviennent à la moitié du mandat d'un président. Et donc, le 8 novembre prochain, 435 sièges de la Chambre des représentants seront en jeu et 1/3 des sièges du Sénat. Donc, au niveau des États, on va avoir des élections de gouverneurs, en plus, avec 36 sièges en jeu, en plus d'autres élections locales. Donc, ça va être un gros moment électoral en novembre. Donc, si vous pouviez revenir tous les deux sur le déroulement de ces élections, sur les pouvoirs qui sont attribués à la Chambre des représentants et au Sénat, est-ce que ces pouvoirs sont similaires à ceux qu'on pourrait attribuer à l'Assemblée nationale et au Sénat en France? Je donne la parole à celui qui veut. Je veux bien commencer et puis je laisserai Laurence après compléter. Les pouvoirs attribués, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Le Sénat a beaucoup plus de pouvoirs que notre Sénat. Le Sénat a des mandats de 6 ans aux États-Unis, le président 4, la Chambre des représentants 2. La Chambre des représentants, les pères fondateurs voulaient que ce soit la Chambre, on va dire, qui bouillonne, qui soit directement liée au peuple. Ils sont élus directement, ils sont élus que pour 2 ans, c'est-à-dire que dès qu'on a la passion du peuple qui s'exprime, dès qu'il y a un problème, on passe une loi, et puis le Sénat est la chambre froide où les projets de loi vont mourir tranquillement, parce que lorsque vous avez 6 ans devant vous, vous êtes un peu moins pressé. Vous savez bien que le but premier d'un élu, c'est de se faire réélire. Donc lorsque vous avez 6 ans, même quand vous avez un président qui est là 4 ans, vous vous dites, oh, j'ai encore 2 ans après, donc même lorsque Trump a été élu, certains sénateurs ont dit, voilà, j'attends qu'il parte, il est parti, on n'a pas eu besoin de rentrer dans des débats aussi passionnels qu'à la Chambre. Par contre, on a aux États-Unis ce système de vote de mi-mandat qui pose de gros problèmes lorsqu'on voit qu'on a une alternance répétée aux États-Unis entre les deux. La grosse difficulté, c'est qu'en plus, ce ne sont pas les mêmes personnes qui votent. Vous avez parlé tout à l'heure d'élections qui se déroulent, donc ça se déroule un mardi, et des élections on vote pour des élections locales, par exemple dans votre ville, on vote pour des élections dans l'État et on vote pour des élections législatives. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le même électorat que lorsqu'on a la présidence aussi. Et donc, ce qui fait qu'on a souvent des résultats un peu différents lors de l'élection présidentielle et lors des élections de mi-mandat. On a un taux de participation dans les élections de mi-mandat qui est beaucoup plus faible, des élections intermédiaires, comme on a un peu chez nous. Mais le fait d'avoir un taux de participation un peu faible eh bien, pose aussi question sur la santé de la démocratie américaine. Alors, on a essayé de tout regrouper le même jour pour essayer d'augmenter le taux de participation. Ça ne marche pas vraiment. Et en plus, ça complique énormément le bulletin de vote parce que vous votez absolument pour tout. Le bulletin de vote américain, c'est comme ça. Vous avez 15 personnes, 15 questions. Vous avez parfois
référendums locaux dans votre ville, des référendums dans votre État. Enfin, voilà, c'est un gros travail de recherche et ensuite, on a des bulletins qui sont très longs, qui sont parfois un peu compliqués à éplucher. C'est pour ça qu'on a des machines pour les trier. Et donc, après, on a toute la question de la fiabilité des machines. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Laurence et on peut revenir après sur l'élection de Bienvenue parce que je vois qu'il est déjà 19h30 et que nos auditeurs ont sûrement des questions. Oui, j'ajoute juste un point, c'est qu'en plus, dans certains États, je ne sais pas si tu l'as dit, il y a des référendums. Et donc, le vote du premier mardi de novembre est toujours très long et très compliqué. Voilà. Mais passons aux questions peut-être. Oui, j'allais vous proposer de passer aux questions. Peut-être une dernière question, ce serait les conséquences politiques, en fait. Si les républicains devenaient majoritaires en novembre à la Chambre des représentants et ou au Sénat, est-ce que Biden deviendrait alors un président sans pouvoir? Alors, il y a deux parties. C'est que vous avez deux chambres. Et donc, on peut en perdre une sur les deux. Et donc, il y a plusieurs scénarios. Le scénario le plus probable est que les démocrates perdent la Chambre, mais gardent le Sénat. C'est important de garder le Sénat parce que, notamment, on l'a vu, s'il y a un juge de la Cour suprême décède, c'est le Sénat qui va valider les nominations à la Cour suprême. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Le Sénat est la chambre qu'il faut absolument garder. Vous avez dit qu'on n'a qu'un tiers des sénateurs qui sont renouvelés. Et donc, la clé de l'élection, c'est où se trouvent ces sénateurs. Parce que vous avez des États dans lesquels on a une majorité de républicains et des États dans lesquels on a une majorité de démocrates. Donc, les élections sont un peu jouées d'avance. Si vous avez un sénateur en Californie, vous savez très bien que ça sera un sénateur démocrate. Si vous avez un sénateur, là, il se trouve qu'on a la question au Texas, peut-être que ce sera un sénateur républicain, mais les démocrates espèrent changer ça. Et après, vous avez le deuxième scénario, c'est qu'on perd les deux chambres. Et donc ça, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Et donc, en fait, il ne se passe plus rien à Washington, vu que le président a le pouvoir de veto, quand même, sur les projets de loi. Donc, les projets de loi n'aboutissent pas. Le Parlement, le Congrès, a le droit de surpasser au veto du président, mais il faut une majorité tellement grande qu'il y a peu de chances qu'il l'ait. Donc, en fait, le scénario probable, et c'est ce qui se passe depuis 20 ans à Washington, donc c'est facile de faire des prédictions, c'est qu'il ne se passe plus grand-chose, en fait. Lorsqu'un président perd une ou deux chambres, il ne lui reste plus que la politique étrangère. Et en général, ils s'investissent plutôt dans la politique étrangère, vu que sur le plan intérieur, tout est bloqué. Laurence, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Alors, si, je peux peut-être rentrer dans les prédictions telles qu'elles sont dans les sondages aujourd'hui pour ce qui va se passer dans un mois, sachant que j'en sais pas plus que vous, j'ai pas de boule de cristal. Avant l'été, le camp du président, donc le camp démocrate, semblait très mal parti. On prédisait une très mauvaise. On prédisait que, compte tenu de l'inflation, de l'impopularité du président, etc., il allait perdre les deux chambres et les perdre vraiment salement, si je puis me permettre. Et là, aujourd'hui, il a un peu repris. Alors, tout ceci est très fragile, hein, mais mettons que Biden est un petit peu moins impopulaire qu'il ne l'était en juin. La décision, il a réussi à faire passer des projets de loi extrêmement intéressants cet été, et pour certains d'entre eux bipartisans, c'est-à-dire avec un peu de vote d'élus républicains. Je pense notamment au CHIPS Act, qui est un projet de loi pour aider au retour d'usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc il y a eu ça, il y a eu cette fameuse décision sur l'avortement de la Cour suprême qui quand même fait plutôt du mal aux républicains, parce que il y a une majorité d'Américains, donc y compris des républicains, une majorité d'Américains sont favorables au droit à l'IVG. Donc voilà. Donc cet ensemble de choses fait que, à l'heure actuelle, on prédit que les démocrates devraient perdre la Chambre, mais avec une petite minorité. Enfin, de peu, donc il y aurait une assez petite différence entre les deux camps, et pourrait avec des guillemets, conserver le Sénat. Et ça veut dire, parce que sur les scénarios dont Olivier a parlé,
Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Laurence. Bon, on va prendre une autre question. Ah non, c'est bon, Laurence, je crois que vous êtes en train de revenir. Il y a un petit bug. Les joies de la visio. Ouais, ça nous rappelle le confinement. Ok, on va essayer de l'appeler pour résoudre le problème. D'ici là, j'ai peut-être sans doute une question pour vous, Olivier, à propos du Sénat. Est-ce que vous pourriez revenir et expliciter le principe du filibuster et de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une majorité qualifiée aux 3/5 pour les votes ayant lieu au Sénat? Oui, alors la question de savoir si Biden va garder ou pas le Sénat est intéressante à 2 niveaux. Garder le Sénat, ça permet d'être sur la défensive, de ne pas donner le Sénat aux républicains qui pourraient, par exemple, valider des juges de la Cour suprême ou d'autres cours fédérales, parce que tous les juges sont validés par le Sénat. Mais par contre, le gros problème, c'est que là, Biden a une majorité toute simple, c'est-à-dire on est à 50-50 dans le Sénat actuel. Et donc, c'est la vice-présidente qui vient et qui fait le 5. Hey, Laurence est revenue. C'est la vice-présidente qui fait le 51e voix. Mais en fait, pour passer une loi au Sénat, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le Sénat a des vieilles règles archaïques qui se sont imposées à eux-mêmes. Il n'y a rien dans la Constitution qui demande à avoir une super majorité au Sénat. D'ailleurs, on a changé de cette super majorité au fur et à mesure des années. Et on espérait que Joe Biden, s'il voulait avoir une présidence qui a un peu même des conséquences importantes, il aurait fallu que les démocrates votent au sein du Sénat un changement de règles qui interdisent la filibuste ou qui le ramènent à 50-50 et qu'on ait un système majoritaire. Il leur manquait 2 sénateurs, Sinema et Manchin, qui ont refusé de voter cette évolution. Alors on comprend pourquoi. Les démocrates vont se retrouver un jour dans la minorité et donc ils seront contents d'avoir ce système d'obstruction. Mais là, le problème, c'est que la filibuste, pour l'instant, empêche les démocrates de passer quoi que ce soit. Et donc, bien que Biden ait réussi à faire passer quelques lois, on est loin du projet super ambitieux qu'il avait au départ. On est loin d'avoir une présidence transformatrice. Et donc, il faudrait, quand bien même on garderait une courte majorité au Sénat, il ne faut pas que nos auditeurs s'attendent à ce que l'on passe des lois très ambitieuses ou très importantes, parce qu'on a toujours cette question de la filibuste, et jusqu'à là, les démocrates se sont refusés à changer les règles du Sénat. J'ai oublié de remettre mon micro. Merci beaucoup. Olivier, peut-être Laurence, vous voudriez reprendre. Vous étiez en train de nous dire que depuis cet été, avec le fameux arrêt sur l'avortement, Joe Biden était en train de reprendre un petit peu de poil de la bête dans l'opinion publique. Oui, et que du coup, les sondeurs aujourd'hui prédisent que les démocrates devraient perdre la Chambre, mais d'assez peu, et pourraient éventuellement conserver le Sénat. Et effectivement, si c'est le cas, on aura un président affaibli, ça c'est évident. Mais ce que j'étais en train de dire, quand ça a vraiment complètement disparu, mon écran a disparu, c'est que il faut voir aussi que les projets de loi, quand ils sont raisonnables et pas sur des sujets trop brûlants, rencontrent finalement assez souvent des votes bipartisans. C'est-à-dire qu'il y a rarement un vote, enfin, il n'y a pas toujours, on va dire ça comme ça, il n'y a pas toujours un vote totalement sur les lignes partisanes. Par exemple, je parlais tout à l'heure du CHIPS Act de cet été. Eh bien, il a été voté par un certain nombre de républicains, mais en revanche, quelqu'un comme Bernie Sanders, qui est un démocrate radical, très anticapitaliste, lui, il a refusé de le voter, ce CHIPS Act. C'était le seul démocrate, d'ailleurs, au Sénat, parce qu'il considérait que ça allait aider les grandes corporations, etc. Donc, vous voyez, je pense que après, au coup par coup, des projets de loi, s'ils ne sont pas trop incendiaires aux yeux des républicains, peuvent être négociés et peuvent quand même passer. Donc, l'inaction n'est jamais totale. Il y a aussi tout ce que le président peut faire par la voie exécutive. Alors, ce sont généralement, ça va être des choses fragiles parce qu'un président a décidé, le président suivant peut le défaire. Mais voilà, c'était pour essayer de tempérer un peu le pessimisme qui nous envahit.
Est-ce que, alors une autre question qui a été posée dans le chat, c'est sur la question de savoir si les Américains et les Américaines jugent crédible, avec des guillemets, Kamala Harris, si elle devait succéder au président. Je peux répondre là-dessus si vous voulez, ou toi, Olivier. Kamala Harris, oui, alors, effectivement, comme Joe Biden est assez vieux et enfin, il l'est concrètement, mais enfin, il a l'air surtout assez fatigué, on se pose la question de son remplacement abrupt par la vice-présidente, c'est sa fonction. Et du coup, on s'intéresse à Kamala Harris qui paraît assez peu charismatique, effectivement, depuis qu'elle est devenue vice-présidente. Alors, il y a 3 choses à dire là-dessus. La première, c'est que quand on est vice-président, c'est vraiment le pire des jobs à Washington, parce que c'est un emploi où on n'a pas le droit de s'exprimer sans l'accord de la Maison-Blanche. Enfin, c'est très difficile d'exister quand on est vice-président. C'était vraiment un cadeau empoisonné à lui faire. Si on voulait qu'elle prenne ses marques et qu'elle commence à prendre une image publique plus importante, c'était vraiment pas la chose à faire, malheureusement. Ensuite, Biden lui a passé des dossiers vraiment difficiles, comme par exemple typiquement le dossier de l'immigration. Et puis, enfin, alors donc ça, c'est des excuses pour elle, si vous voulez, pour le fait qu'elle ne se soit pas imposée comme quelqu'un de très crédible comme future présidente des États-Unis. Mais il y a quand même un peu de sa faute à elle, et j'ai envie de dire que depuis le début, même depuis la campagne de 2020, quand elle était dans les primaires contre Biden, le problème, j'ai envie de dire, de Kamala Harris, c'est qu'on ne sait pas très bien quel est son positionnement politique. C'est-à-dire que, alors, elle se présente comme afro-américaine, donc on va penser qu'elle est assez démocrate. En réalité, elle a été procureure générale de San Francisco, puis de Californie, c'est-à-dire ministre de la Justice en quelque sorte. Un rôle dans lequel elle a été très dure contre la criminalité, mais enfin, du coup, ça lui donne un positionnement en réalité plus à droite, avec 1000 guillemets, qu'à gauche. Et donc, on ne sait pas très bien ce qu'elle dit. Son programme n'a jamais été très clair, et je crois que c'est cette difficulté de lecture de ses positions politiques qui fait qu'elle ne peut pas décoller dans l'opinion d'un côté ou de l'autre. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord. Elle n'existe pas politiquement. D'ailleurs, Biden ne lui laisse pas la place. Et pour le rôle du vice-président, il y a une série télé qui a été faite là-dessus, tellement le rôle du vice-président est ingrat. Donc voilà, nos auditeurs peuvent aller regarder. Tu veux dire la série VIP avec, Oui. comment ça s'appelle, Louis Dreyfus, Julia Louis-Dreyfus. Oui, Une comédie mais hilarante où elle joue une vice-présidente complètement foutraque. C'est vraiment très, très drôle. Voilà, vous savez ce que vous allez pouvoir regarder ce soir du coup. Mais je reste dans la thématique des séries puisqu'on a un participant qui nous demande si, comme dans la série House of Cards, est-ce que le vice-président, en cas de décès ou d'incapacité du président, est-ce que c'est au vice-président, désigné du coup président, qui devrait à son tour désigner le futur vice-président? Dans la pratique, quand un président décède et est remplacé par son vice-président, ce dernier termine le mandat en cours sans nommer de nouveau vice-président. Je parle sous... Olivier, tu es d'accord avec ça? Je crois que c'est ce qui s'est passé. Oui, ça a été codifié dans la Constitution. Il y a un amendement là-dessus. Et il y a des épisodes historiques qui font qu'on a même un président qui n'a jamais été élu au niveau national. Les auditeurs qui nous regardent se souviendront peut-être de Gerald Ford, qui s'est retrouvé premier dans un concours de circonstances. Il n'a jamais été élu président ni vice-président, parce qu'en fait, le président Nixon avait démissionné, son vice-président Spiro Agnew, lui aussi avait démissionné pour scandale, et donc lui, il était membre de la Chambre des représentants, qu'il avait été désigné par la Chambre des représentants, et il s'est retrouvé président dans un concours de circonstances. Donc il y a une hiérarchie, effectivement, on va chercher après la personne en dessous qui peut remonter comme ça, mais c'est codifié dans la Constitution, effectivement. Et vous avez mentionné l'incapacité.
pendant la présidence Trump, il y a des personnes qui se sont demandé si on ne pouvait pas d'ailleurs invoquer la Constitution en disant que M. Trump n'avait pas l'air d'être en capacité d'exercer ses fonctions. Mais là, c'est une autre. Mais bon, comme il devient vieux, Biden, peut-être que la question se posera s'il se présente pour un deuxième mandat. Mais d'ailleurs, quand vous lisez les médias conservateurs de droite, il y a une campagne incessante mais même depuis 2020, même avant, pour dire que Biden est complètement sénile et incapable d'assumer ses fonctions. Et eux aussi invoquent ce fameux 25e amendement qui était également invoqué, enfin, dont on parlait également sous Trump pour d'autres raisons. Eh bien, je vous remercie. On n'a pas de nouvelles questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pour terminer, ce serait de conclure en nous donnant, si on avait 3 choses à retenir de votre intervention, quelles seraient-elles? Que diriez-vous aux personnes qui sont présentes ce soir? Je veux bien commencer, si vous voulez, puis comme ça, je laisse Laurence avec le mot de la fin. Il y avait dans vos questions quelqu'un qui posait une question sur Porto Rico. Porto Rico n'est pas un État, c'est un territoire. Les gens de Porto Rico ont la nationalité américaine depuis 1917, mais ils n'ont pas de représentants au Congrès. Donc les Portoricains qui déménagent sur le continent peuvent voter. Lorsqu'ils sont à Porto Rico, ils sont quelqu'un qui représente leurs intérêts au Congrès, mais qui n'a pas le droit de vote. Ce qu'on pourrait retenir de l'intervention, c'est que la démocratie américaine va mal, qu'il est très difficile de gouverner aux États-Unis aujourd'hui. On a un système en crise. On a un système en crise en grande partie parce que le Parti républicain a perdu sa boussole. On a un Parti républicain qui est en crise depuis longtemps. Voilà, les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être de la présidence Bush, où ça allait déjà pas beaucoup, et Bush a réussi à maintenir les 3 piliers, on va dire, du conservatisme politique étrangère, conservatisme sur les questions sociales et conservatisme sur les questions économiques. Il a réussi à le maintenir tant bien que mal. On a vu après que par la suite, ça a volé en éclats. On a un parti qui, après 2012, a voulu faire son aggiornamento en disant on va dans une mauvaise direction, l'évolution démographique du pays, c'est plus de diversité, plus d'ouverture sur, je sais pas, les questions LGBT, une jeunesse qui est beaucoup moins religieuse, ce genre de choses. Il faudrait qu'on s'ouvre et qu'on aille dans cette direction-là. Et puis, en fait, Donald Trump est passé par là. Il a montré qu'en fait, il y avait encore la capacité de mobiliser un électorat blanc, conservateur, rural, très masculin, qui se sent menacés. Et donc, en fait, on a une société américaine qui va assez mal, je trouve, qui vit mal. Tout le monde se sent menacé. Il n'y a pas que les Blancs qui pensent qu'ils vont être en minorité dans quelques années. Je veux dire, être Mexicain-Américain, ce n'est pas forcément toujours la panacée. Être LGBTQ+, ce n'est pas non plus terrible. Les Africains-Américains, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Black Lives Matter et les problèmes avec la police. Et donc, tout le monde se sent un peu menacé. Et on a comme ça une exacerbation des identités et de la politique identitaire qui est très, très forte aux États-Unis aujourd'hui, qui n'est pas vraiment de bon augure pour le futur des États-Unis, mais les auditeurs peuvent suivre ça avec attention pour voir ce qui va se passer au sein notamment de ce parti républicain. Laurence disait tout à l'heure que dans les médias, on voit que le spectre s'est déplacé à droite, très à droite, et puis à gauche, un petit peu à gauche. C'est ce qu'on appelle en politique, en sciences politiques, on appelle ça une polarisation asymétrique. Le parti républicain est parti complètement à droite, voire extrême droite, voire théorie du complot, ce genre de choses. Mais ça ne va pas durer. Électoralement, ça ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam. On voit bien qu'ils ont quand même des difficultés électorales, alors peut-être pas là pour 2022, mais sur le très long terme, le Parti républicain va être obligé de se réinventer à un moment. Dans quelle direction, je ne sais pas. Est-ce que le Parti républicain va exploser et qu'on va avoir un Donald Trump qui va prendre une partie du Parti républicain, des conservateurs, ou est-ce qu'on va avoir… Mais le Parti républicain est dans une situation qui est quand même assez difficile électoralement. Ça s'est maintenu là, mais on voit que pour les élections présidentielles, en particulier nationales, c'est de plus en plus difficile. Ils en ont perdu au moins 4 ou 5 sur les dernières, enfin en tout cas sur le vote populaire, ils sont très loin. Et donc le Parti républicain est en crise, la démocratie américaine est en crise parce que le Parti républicain est en crise.
Mais pour finir sur une note optimiste, sur le long terme, le philosophe dira que de toute façon, ça va pas durer et que le Parti républicain va devoir se réinventer pour que la démocratie américaine puisse retrouver un état un peu plus serein. C'est difficile d'en dire plus parce que, oui, je pense qu'effectivement, il y a une démocratie en crise et je suis très curieuse de voir, inquiète et intéressée à la fois de voir comment ça va se passer. J'ajouterais que les États-Unis ont déjà connu des crises et des périodes de réforme. Je pense par exemple à la fin du 19e, il y a eu une période de grande corruption qui s'appelait le Gilded Age et puis qui a été suivie par une période réformiste. Aujourd'hui, il faudrait espérer une nouvelle période réformiste comme celle-là, sachant que ça me paraît plus difficile dans la mesure où les gens ne sont informés que par des médias ultra hystériques dans tous les sens et qu'ils auront du mal à retrouver un débat serein entre eux pour faire nation entre eux à nouveau. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile qu'avant. Mais bon, moi aussi, je voudrais terminer sur une note optimiste et dire que les États-Unis sont quand même le pays de la résilience et de l'optimisme et que donc, on peut espérer qu'ils trouvent une solution. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux, à remercier aussi tous nos participants. En tout cas, éclairage très intéressant, je pense, sur tout ce qui se passe aux États-Unis, qui en effet, c'est quand même, parfois ça nous paraît un peu loin, alors qu'en réalité, c'est tellement près de nous, de ce qui se passe, et on peut vraiment faire le parallèle avec ce qui se passe chez nous, c'est absolument passionnant. Avant de vous laisser toutes et tous, je vous rappelle que la prochaine session des Mardis citoyens aura lieu mardi 8 novembre et que ça portera sur l'histoire des partis politiques. Philippine vous envoie le lien dans le chat. C'est sur inscription comme aujourd'hui, c'est gratuit comme aujourd'hui et comme toujours. D'ici là, vous êtes les bienvenus pour venir écouter les sessions précédentes en replay. Vous avez aussi le lien dans le chat, c'est sur notre chaîne YouTube. Ça s'écoute comme un podcast quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes chez vous sur votre canapé le dimanche pluvieux, n'hésitez pas. Et vous avez le lien dans le fil de discussion. Je vous souhaite une très bonne soirée. Toute l'équipe vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci.